Et je vais à mon tour, si vous me le permettez, sacrifier aussi à ce cérémonial en vous proposant quelques actions pour le court, le moyen ou le plus long terme dans les matières que je gère un peu plus directement. Et nous pouvons par exemple parler de la rue du Gard et de sa nécessaire réhabilitation, une des rues les plus tristes de la ville. Nous sommes prêts, nous, au niveau communal, puisque nous avons fait l'acquisition de tous les taudis qui malheureusement parsèment cette rue, et nous avons également pu acquérir l'ancienne imprimerie d'Esterbeek et la maison adjacente. Tout cela avec des programmes bien définis qui ont fait l'objet d'appels d'offres, et nous avons eu le plaisir de pouvoir désigner deux de nos architectes, deux architectes locaux, André Opsommer et son bureau ORAS pour le premier projet qui concerne tout le côté gauche quand on vient de l'hôtel de ville et qu'on se dirige vers la rue d'Ath. C'est un projet qui permettra de réaliser 8 nouveaux logements avec leur parking et des logements aussi intéressants que des logements à 1, 2, voire même 3 chambres. Alors, le projet, c'est un projet que l'on peut qualifier à moyen terme, parce que si nous sommes prêts, nous sommes tributaires des subsides de la région wallonne. Nous sommes en opération de rénovation urbaine, les subsides sont conséquents, 80% sur un projet qui, par exemple, côté gauche de la rue du Gard, s'élève aujourd'hui, avec des premières estimations, à plus d'1 300 000 € hors TVA. Ce que vous voyez sur les projections qui sont faites sont des idées, ce ne sont pas nécessairement les formes que prendront que prendra le bâti à cet endroit. Dans la même rue, l'autre architecte que nous avons pu désigner récemment au collège, c'est le bureau de Stéphane Meng, qui va être chargé de repenser ce bâtiment que beaucoup de Leusois connaissent, en essayant de conserver son caractère, mais ici aussi en créant du logement dont nous avons bien besoin. 7 logements peuvent être envisagés dans cet espace. Mais il y a surtout, à l'arrière de ce bâtiment, peut-être moins connu, de quoi faire une liaison douce, comme on le dit aujourd'hui, avec la rue du Rempart et améliorer les accès à ce site. Quand je disais du moyen terme, parce que nous sommes dépendants des subsides de la région et parce qu'il faudra évidemment que ceci se fasse probablement par phase. Je ne suis pas convaincu à ce stade que nous pourrons nécessairement réaliser les 2 projets de front. Vous avez une idée de ce que pourrait être l'arrière du bâtiment d'Esterbeek dans sa dimension vers la rue du Rempart. Un autre dossier, si les images suivent, qui me tient à cœur, vous le savez, et qui intéresse beaucoup de nos concitoyens, est celui de la Grand Place et de sa rénovation. Alors aujourd'hui, on ne va plus parler uniquement de la rénovation de la Grand Place, mais de la rénovation totale de ces voiries qui vont depuis le nouveau rond-point du Soleil Levant jusque vers la gare, et donc en ce y compris la Grand Place. L'objectif de la région wallonne, qui est propriétaire de cette artère, étant d'y refaire l'ensemble de la structure, de l'infrastructure, en ce compris les impétrants, de manière à recéder par la suite ces voiries à la commune, puisque aujourd'hui, avec le contournement qui est achevé, nous n'avons plus besoin de voiries régionales qui traversent notre entité. Les choses ont évolué à ce stade puisque le ministre a enfin confirmé la désignation du bureau d'études. C'est un bureau, bien que chez nous, Grand Mail, je ne sais pas ce que ça vous dit, la région wallonne qui désigne un bureau, mais qui a une antenne à Louvain-la-Neuve, et avec laquelle, même si nous ne sommes pas ici maîtres d'œuvre, une première réunion est déjà prévue le 15 janvier prochain. C'est l'occasion pour moi de vous dire que j'apprends 2 ans maintenant que je suis bourgmestre, la différence qu'il peut y avoir entre le temps politique et le temps administratif. Le dossier des désignations, d'ouverture des soumissions pour désigner l'adjudicataire dans cette matière, les ouvertures remontent au 7 novembre, plus exactement le 7 novembre 2013. Et il a fallu attendre le 4 novembre 2014 pour que la désignation soit officialisée. C'est vous dire que même en mettant la pression et même en suivant les dossiers,
il y a parfois des choses encore incompréhensibles et que nous avons certainement en région wallonne pas mal à apprendre en matière de gouvernance. Dans le même ordre d'idée, je vous dirais que si on ne voit pas plus évoluer le site mode aujourd'hui, c'est parce que le dossier qui doit être débloqué pour la subsidiation par la région wallonne, alors que tout là est prêt aussi, dépend du bon vouloir d'un seul et unique fonctionnaire, un inspecteur des finances, qui a tout pouvoir pour décider du moment où il statuera, où il proposera le dossier au ministre, qui a manifestement un peu de difficulté, voire même un peu peur à passer outre l'avis de ce fonctionnaire, parce qu'il craint sinon que les difficultés pourraient encore être plus importantes. C'est vous dire que le travail ne manque pas pour maintenir la pression là où il faut dans les différents cabinets. Un troisième dossier, et ça c'est pour vous montrer que si nous travaillons dans le très court terme, si nous travaillons aussi sur le moyen terme, nous avons aussi ambition au niveau du collège de préparer notre commune aux défis qui se présenteront à elle dans 20, 30, voire 40 ans. Et vous savez que le défi le plus important est le défi démographique. Eh bien, le collège a décidé de mettre en œuvre ce qu'on appelle une ZAC. Une ZAC, c'est une zone d'aménagement communal concerté qui permet de déterminer sur une zone déterminée des orientations urbanistiques de manière à envisager ce que pourrait être la ville demain et après-demain avec les dimensions contemporaines et nouvelles, celles du développement durable. Vous aurez compris, si vous avez suivi sur les photos qui ont été projetées, qu'il s'agit essentiellement ici des terrains qui se situent à hauteur de l'ancien terrain de football à l'avenue de la Libération et qui se prolongent vers Violleuse en longeant le Ravel, qui est une voie naturelle sur laquelle ce document d'études et de prospective s'appuiera. Dans un autre ordre d'idées, et de manière ici beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus immédiate, le collège, avec les chemins de la mobilité et avec moi-même en charge de la sécurité, sommes très attentifs aux doléances de bon nombre de nos concitoyens en ville ou dans les villages qui se plaignent très régulièrement de ce que leurs rues ou routes sont utilisées souvent comme des billards où la vitesse est excessive. Le projet du collège est de veiller à ce que les nombreuses délibérations que le conseil communal a prises en la matière soient matérialisées par la pose de chicanes dans le courant de l'année 2015. Le prochain conseil communal d'ailleurs sera appelé dans le courant du mois de janvier à statuer sur le cahier des charges qui nous permettra de désigner l'adjudicataire chargé de réaliser ces chicanes. Et je pense qu'il est intéressant de citer les communes qui sont concernées, Bliquy et Chapelle-Avoir, dans tout l'axe qui commence depuis la Croix de Bourgogne, en se poursuivant par la rue du Château et la rue du Village, mais à Bliquy également le Mont-Héry ou la rue de Wissiny. À Chapelle-Avoir, je vous l'ai dit, la rue du Village pour l'essentiel. À Chapelle-Awatine, les rues du Pont de Trimont, du Calvaire et du Trieux, en ce compris une partie de la rue Caillois. À Grand-Mé, la rue des Mottes, le prolongement de la rue Caillois qu'on appelle la rue de Ligne, la rue Émile Albault, la rue Émile Fontaine, la rue Alphonse Lenoir, à Pipet, la rue des Fourches et la rue de la Gare, et à Tcheulin, la rue de la Warde. Tout cela pour vous démontrer que nous sommes particulièrement attentifs à ces aspects qui permettent une meilleure sécurité, mais aussi un meilleur sentiment de bien-être là où vous habitez. Je reçois régulièrement, je pense que mes collègues échevins également, à nos permanences, beaucoup d'entre vous qui se plaignent de cette vitesse excessive ou de ces sentiments de vitesse excessive. L'objectif du collège est de veiller et de faire en sorte que celle-ci ne soit plus une réalité sur notre territoire. Si vous me le permettez maintenant, je souhaiterais avec vous pendant quelques minutes faire un bref retour dans le passé. Et vous comprendrez assez rapidement pourquoi. C'est dans le courant de l'année 1848 que 40 habitants de la commune de Leuze, de la ville de Leuze, ont sollicité du roi Léopold Ier l'autorisation d'établir sur le territoire de la ville une compagnie de pompiers.
le conseil communal, qui ne voulait pas être en reste, a, à l'unanimité, le 11 novembre de la même année, 1848, décidé de soutenir cette requête auprès du roi. Le 13 décembre de la même année, vous voyez qu'à l'époque, ça allait un peu plus vite au niveau de l'administration. Le 13 décembre de la même année, le gouverneur de la province de Hainaut, par lequel il fallait passer pour transmettre la demande, fait savoir que le ministre de l'Intérieur ne pourra se positionner qu'après que le conseil communal ait donné son avis sur l'uniforme qu'il conviendrait de prescrire au corps des sapeurs-pompiers. Et le 16 décembre, déjà, le conseil communal s'exécute. Et alors, je vais vous lire la description de l'uniforme à l'époque. Tunique bleue avec liseré rouge, pantalon bleu avec 2 bandes rouges séparées par un liseré, épaulettes en laine rouge, sacco, j'ai dû réfléchir et vérifier ce que c'était, c'est le couvre-chef d'origine hongroise, paraît-il, sacco donc en feutre noir, avec galon en laine rouge et 2 haches de cuivre en sautoir, plumées en plumes de coq, boutons avec légende intitulée sapeur-pompier de Leuze. Et le 10 janvier 1849, donc je vous rappelle, on est au mois de novembre quand la première demande est faite, et en janvier 1849, un arrêté royal vient consacrer officiellement l'existence d'une compagnie de sapeurs-pompiers volontaires, compagnie qui à l'époque est rattachée à ce qu'on appelait la garde civique. Son cadre est fixé à un maximum de 60 hommes, et l'uniforme dont je viens de vous parler y est décrit avec encore plus d'emphase que ce que je viens de vous dire. En 1855, le cadre déjà est porté à 70 hommes et la ville possède à ce moment-là 2 pompes qui lui permettent de faire face aux obligations qui sont les siennes en matière d'incendie. 1848, retenez bien, mais c'est déjà en 1849 que les pompiers, qui font partie de notre quotidien depuis lors, vont être confrontés à leur premier gros incendies, à peine après avoir été installés depuis quelques semaines. Le dernier grand incendie qui, à mon sens, a frappé les esprits, c'est celui du 4 octobre 1849, où en effet, en pleine nuit, la foudre s'abat sur le clocher de la collégiale, la croix traverse toute la tour, transperce l'édifice, et le feu est mis à celui-ci et à ses toitures. En plus de lutter contre l'incendie qui ravage le bâtiment, il faut bien vous l'imaginer, on a encore le souvenir de ce qui s'est passé un peu plus de 100 ans plus tôt au moment du terrible incendie qui a ravagé totalement la collégiale. Il faut mettre aussi à l'abri les quartiers des alentours, et les pompiers de Perouet, de Hatte et de Tournai ont été appelés en renfort. Donc très tôt, nos hommes du feu ont été mis à l'épreuve et ont rempli avec courage et dévouement la mission qu'on attendait d'eux. Vous savez qu'à Leuze, les choses ne se passent jamais de manière simple ou aussi simple. Il y a toujours quelqu'un qui trouve à dire que lui est aussi beau ou a autant de mérite qu'un autre à avoir un corps de pompier sur son territoire. Et inévitablement, je suppose qu'il y en a, oui, je crois que j'en ai vu quelques-uns, il y a avec nous quelques habitants de Vieux-Leuze. Et bien, quelques habitants de Vieux-Leuze ont à un moment donné considéré, et je dis parce que ça vaut la peine, l'éloignement relatif de nos confrères leusois, les volontaires pompiers. Entre Leuze et Vieux-Leuze, il y a 2 km, 2 km 500, à tout cas. Mais donc l'éloignement relatif de nos confrères leusois, les volontaires pompiers, la perte de temps qu'il en résulte, nous ont amenés en 1888 à fonder notre société dans le but d'apporter à nos concitoyens un prompt et efficace secours en cas d'incendie. Pour remplir notre mission avec succès, rien ne doit entraver nos efforts, c'est pourquoi nous venons vous faire connaître que nous serions désireux de porter un uniforme, et savez-vous pourquoi? Pour ne plus avoir, en cas d'incendie, de pourparler avec la police. On imagine sans doute qu'à l'époque, à défaut d'uniforme, la police ne laissait pas les pompiers faire leur travail. Et alors, moi j'apprécie et j'adore la phrase qui clôture ce courrier. Nous vous prions, messieurs, de bien vouloir nous octroyer le subside nécessaire pour mettre notre désir à exécution. Rien n'a changé, mais les choses étaient vraiment bien dites à l'époque. Alors, si dans un premier temps, le conseil communal de Leuze avait l'air de dire, bah oui, ce serait pas mal il a finalement, sans doute rejoint par une forme de pragmatisme, décidé, et ça aussi, ça vous s'oppose en dehors,
de ne pas instituer une compagnie particulière de sapeurs-pompiers à Vieux-Leuze, mais de considérer qu'il fallait à l'intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Leuze, il y ait une section spéciale affectée à nos amis vieux-leuzois. Voilà comment écrivait l'histoire à l'époque. Je ne pense pas que l'on agirait tellement différemment encore de nos jours. Alors on a l'habitude de penser à nos pompiers en pensant au feu. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres activités sont bien leurs et sont probablement plus importantes que celles de l'appel à la lutte contre les incendies. Mais ça reste quand même dans l'imaginaire ce qui est le plus frappant et le plus connu de nous tous. Alors, sans remonter à Mathusalem et à 1848 et les années qui ont suivi, je me suis limité à évoquer, parce que je pense que dans notre assemblée ce soir, certains s'y retrouveront, quelques incendies conséquents qui ont encore marqué l'histoire de notre ville dans les 50 dernières années. Certains se souviennent sans doute ici de l'incendie qui, en 1961, a ravagé l'usine textile Motte à la rue de Tournai, celle-là même où on va, j'espère en 2015, inaugurer nos activités sportives. Un autre incendie qui, en 1972, a complètement détruit l'entrepôt de l'usine Transo à l'avenue des Héros-Leuzois. Et la même année, ça devait être une année terrible, en 1972, par 2 fois, l'incendie a dévasté l'usine Salva à la rue du Condé, quand je disais que certains s'en souvenaient encore. En 1976, une première fois, et en 1992, une seconde fois, ce sont les usines Ernalstein qui ont été la proie des flammes à la rue des Fabriques à l'époque, aujourd'hui rue Erna, en souvenir de l'entreprise qui était installée. Et peut-être de manière un peu moins spectaculaire, mais qui ont marqué l'imaginaire, en 1974 et en 1997, le feu a détruit complètement le pub Burton Arms, qui se trouvait à la rue Émile van der Velde, où est actuellement le Biblos, mais je ne connais plus le nom de l'actuel tenancier. Et surtout, un café particulièrement emblématique de la vie associative locale, le Coq Wallon, à la Grand Place. Alors, à toute organisation, il faut bien sûr des chefs à hauteur de l'entreprise à assurer. Le corps des sapeurs-pompiers volontaires leuzois a pu bénéficier de grands commandants, qui tous, d'une manière ou d'une autre, ont laissé une trace de leur engagement. Je ne pourrais pas les passer tous en revue, mais je voudrais quand même signer le premier d'entre eux, qui fut Adolphe Dureux, désigné le 4 mars 1849, Antoine Autem, le 5e commandant, qui a été un des premiers adhérents à la Fédération royale des sapeurs-pompiers de Belgique, et je l'ai retenu parce qu'il ne s'est pas contenté de rester sur le terrain local, il s'est investi dans cette fédération royale dont il est devenu le premier vice-président. Ernest Bourrave lui a succédé, et lui je crois que ça vaut la peine aussi de le mentionner parce que, vous n'allez pas me croire, mais c'est sous son commandement que les pompiers, je suppose que c'est la seule et unique fois, puisqu'il s'agit de volontaires quand même chez nous, eh bien que les pompiers se sont mis en grève. Les pompiers se sont mis en grève le 31 décembre 1919, et tout ça parce que l'administration communale ne pouvait répondre favorablement, faute d'argent, entre Paris aussi quelque chose de connu, à la remise en état de matériel durement éprouvé pendant la guerre de 14-18. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est Paul Leroy qui assura le commandement et tenta de préserver l'efficacité du service. Le commandant Gaston Coppens organisa les festivités du centenaire. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront voir ici derrière une affiche de l'époque, le centenaire de la création du corps des sapeurs-pompiers de Leuze. Vous verrez que les affiches à l'époque, ça avait du sens et il y avait de quoi y lire. C'est donc Gaston Coppens qui a organisé les fêtes du centenaire, mais je crois que c'est intéressant, il a été à l'origine de l'achat du premier camion du service incendie. C'était en juillet 1949, donc pratiquement 100 ans après la création du corps. Après Gabriel François, ce fut Laurent Selvé qui devint commandant. On se rapproche ici de ceux que beaucoup d'entre vous encore ont connus. Architecte de profession, on lui doit la construction de l'actuel arsenal qui a été inauguré le 22 octobre 1960. Enfin, Hubert François, notre actuel commandant qui se lui confie la direction du corps, qu'il exerce depuis le 1er avril 1990.
Alors il restera sans conteste l'un de ceux ou l'un des commandants qui aura exercé le plus longtemps sa fonction, ça c'est certain, mais surtout, et c'est pour ça que vous comprendrez l'intérêt, j'espère, de cette petite digression historique, mais il restera surtout celui que l'on retiendra comme étant le dernier commandant du corps des sapeurs-pompiers volontaires autonome, j'insiste sur le mot autonome, de l'Euse. Il clôture ainsi une bien belle lignée de courage et de dévouement. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, le corps des sapeurs-pompiers est donc une vieille institution qui fait partie intégrante du patrimoine de notre ville. À l'occasion de ces vœux, l'évocation de l'histoire que je viens de retracer est une manière de rendre un hommage mérité à tous ceux qui, officiers ou hommes du feu, animés d'un même idéal depuis la création du corps, ont affirmé les valeurs de dévouement, de service et de camaraderie. Un même fil connecte nos volontaires d'aujourd'hui à ceux de 1848. Tous sont payés de leur personne, parfois même de leur vie, notamment pendant les conflits mondiaux. Tous, passés ou présents, ont droit à nos remerciements et à notre gratitude. Mais les temps changent, et avec eux, les institutions et les moyens qui sont mis au service de la collectivité et de sa sécurité. Les pompiers doivent, comme d'autres, souscrire à des impératifs de professionnalisme sans cesse croissants. Cette dimension exigeante trouve, à partir d'aujourd'hui, ou plus exactement à partir de demain, une nouvelle réponse institutionnelle. La zone de secours de Wallonie-Picard sera en effet installée et elle prendra le relais des communes pour mutualiser les moyens et répondre toujours mieux aux besoins de protection de notre population. Alors je sais que ça fait débat dans la population, mais que ça fait débat aussi au sein des corps de pompiers et au sein des volontaires leusois. Mais nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter cette évolution. Et il faut surtout que chacun d'entre nous, là où nous sommes, responsables politiques ou membres du nouveau corps, de la nouvelle zone, restions pleinement acteurs, quel que soit notre rôle. Et que, comme d'habitude, nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour faire réussir la réforme, parce que cette réforme doit réussir. Cela dit, restons calmes et restons sereins, car si l'organisation change, le service reste, l'arsenal est toujours là, nos pompiers aussi, et la grande proximité qu'ils ont avec nous tous, la grande identification qui existe entre la population et ses pompiers, cette grande identification reste bien sûr de mise. Si une page se tourne, le livre n'est pas pour autant terminé. De nouveaux chapitres viendront le compléter et nos pompiers restent en nos cœurs. Les applaudissements que vous allez maintenant délivrer, parce que j'arrive au terme de mon intervention, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour le collège, ce n'est pas pour le conseil, c'est pour tous ces pompiers que je vous propose que vous les adressiez en signe de notre gratitude, en même temps que j'appellerai le dernier capitaine commandant, Hubert François, à venir retirer auprès de moi l'hommage, le diplôme que le collège communal souhaite remettre de manière tout à fait officielle pour qu'il reste un des éléments importants de ce qui fait le patrimoine de notre corps de pompiers et qui est un hommage à tous ceux qui, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, mais encore demain, consacreront une grande partie de leur temps au service de notre population. Qu'ils en soient remerciés en mon nom, c'est à votre nom à tous, à l'intermédiaire du commandant, que je vous remercie de chaleureusement applaudir l'ensemble des membres de notre corps.